aura pour objet l'ingénieur de demain et vous sera présenté par un ancien élève NSAIA. Diplômé de la promo 97 du cursus ingénieur-brasseur, je suis sûre que son parcours va vous épater. Il est originaire de la Drôme, ses parents sont écologistes, artistes, entrepreneurs. Ils ont fait leur retour à la terre et sont adeptes du bio depuis la première heure. Après ses études, il a d'abord travaillé à Amsterdam, à Heineken au siège. Et les 21 années qui ont suivi, il s'est expatrié sur tous les continents. Amérique centrale, Asie, Asie-Pacifique, Europe méditerranéenne, Europe de l'Ouest et Afrique. Il est aujourd'hui PDG du groupe maltais Bourtmalt, et ce depuis 10 ans. Bourtmalt est une filiale de Axerial, qui est une coopérative agricole française et que vous pourrez retrouver dans le hall 3 des 10 heures. Marié, père de 2 enfants, adepte de ski, d'alpinisme et de course à pied, je vous prie d'accueillir et d'applaudir bien fort Monsieur Ivan Chapman. Merci Marie pour cette introduction extrêmement complète. Je crois que j'ai rien à rajouter, vous savez tout. Ok, donc Marie me demande de venir vous rencontrer, discuter de l'ingénieur de demain, partager avec vous mon expérience depuis maintenant 21 ans. Donc on va faire ça en 2 parties. Il y aura d'abord plutôt une première partie, ce sera une présentation. Donc j'ai préparé quelques diapositives, ça va aller assez vite, le tempo est assez rapide. Il y a plusieurs choses que je vais partager avec vous pendant cette présentation, vous verrez. On va faire ça pendant à peu près 25 minutes. Et puis après, vous pourrez poser des questions. Hein. Donc après, il ne faudra pas du tout hésiter. Posez toutes les questions que vous voulez. Il n'y a absolument aucun problème pour moi. Okay, donc, première question. L'ingénieur de demain, c'est quoi? D'abord, qu'est-ce qu'un ingénieur? Qu'est-ce qu'un ingénieur? Bon, évidemment, il y a la définition que tout le monde connaît. C'est une tête bien faite. C'est quelqu'un bon d'intelligence, c'est quelqu'un qui aime apprendre, c'est quelqu'un qui a une capacité de travail, tout ça vous savez parce que c'est vous. Il n'y a pas de problème, vous savez ça. Après, un ingénieur, moi j'en vois 2 types. Il y en a qui se verticalisent, donc qui deviennent plus experts dans leur domaine. Et puis il y en a qui se généralisent et qui deviennent plus horizontaux dans plusieurs domaines. C'est plus un manager. On peut d'abord devenir un expert et puis plus tard devenir un manager. En général, le contraire est plus difficile. Mais voilà, il y a les 2 approches, verticale et horizontale. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Je ne vous apprends rien du tout, mais absolument rien du tout. Moi, après 20-21 ans d'expérience, un peu dans le monde de partout, j'ai vu des ingénieurs dans toutes, finalement, les fonctions. Et c'est ça, finalement, la clé du message de la première partie de ma présentation. C'est qu'avec votre diplôme, finalement, vous pouvez faire n'importe quel job. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Ok? Donc, évidemment, il y a des débouchés naturels de l'ENSAIA, l'agronomie, ça ne vous étonnera pas. Il y a les industries agroalimentaires, ça aussi, ça ne vous étonnera pas. C'est assez naturel. On peut après imaginer tout ce qui est un peu plus connexe, les métiers de la distribution, tout ce qui est supermarché, avec tous les challenges qui existent aujourd'hui au niveau de la digitalisation. Je pense que là aussi, ça ne vous étonnera pas. On peut imaginer aussi des métiers dans la recherche. Ça, c'est plutôt donc pour ceux qui préfèrent se spécialiser, qui se verticaliser et devenir vraiment expert dans un domaine. On peut aussi imaginer devenir ingénieur de formation. Voilà, ça c'est pour les personnes qui aiment partager, qui aiment le contact humain, qui aiment apporter quelque chose aux autres personnes. On peut imaginer peut-être de travailler dans la fonction publique, ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau départemental, ça peut être au niveau régional, national, européen, voire plus. Il y a plein de postes au niveau de la fonction publique. Ça peut être au niveau purement industriel. Ça, c'est mon parcours, par exemple. À un moment, vous pouvez devenir directeur de brasserie, pourquoi pas? Alors, pas en sortant de l'ENSAIA, hein. Mais bon, en sortant de l'ENSAIA, on peut être responsable de production. On peut être maître brasseur. Moi, j'ai commencé comme maître brasseur chez Heineken. Voilà. Au bout d'un moment, au bout de quelques années, très rapidement, on devient directeur d'usine. C'est un poste qui est sympathique. On est responsable de son usine, d'un actif, on est responsable d'une centaine, de 200, 300, 400 personnes, ça dépend de la taille de l'usine. On est responsable de la qualité de la production, on est responsable du planning, on est responsable de l'utilisation des actifs.
Voilà, donc ça c'est un périmètre qui est bien délimité, qui est aussi, moi j'ai trouvé extrêmement intéressant, mais au bout d'un moment ça m'a plus suffi. On peut imaginer aussi des ingénieurs en tout ce qui est développement durable. Ça, je crois que je vais revenir assez souvent dans ma présentation. Voilà, merci Marie. Dans tout ce qui est développement durable, donc ça c'est la pyramide inversée que je pense que vous connaissez tous. Voilà, comment essayer d'éviter de créer les déchets, comment réutiliser les déchets, le recyclage, et ensuite récupération d'énergie, puis finalement, vraiment, si on ne peut vraiment rien faire d'autre, bon ben ok, c'est quelque chose qu'on va devoir se débarrasser. Il y a les métiers aussi de l'assurance. Alors ça, c'est peut-être quelque chose de moins naturel pour vous. Mais dans les métiers de l'assurance, moi j'ai rencontré plein d'ingénieurs agronomes. Il y en a plein. Et ça, c'est un grand coup, parce qu'il va y avoir aussi il y a de plus en plus de challenges au niveau de l'assurance. Je pense par exemple à assurer les cultures, notamment en Afrique, ça n'existe pas encore. En Afrique, on a plutôt des exploitations tout petites de 1 à 2 hectares, on a des millions d'agriculteurs, donc avec des techniques aujourd'hui assez peu développées malheureusement, ils sont très exposés aux aléas climatiques, ils n'ont pas de couverture, il n'y a rien qui existe aujourd'hui. Je pense que pour demain, ce sera nécessaire que ces choses-là existent. On peut imaginer des jobs d'entrepreneurs. Pour ceux qui ont cette fibre-là, il faut avoir une idée, évidemment, il faut avoir une bonne idée. Il faut avoir des amis ou pas, il faut avoir des capitales ou pas. D'ailleurs, même aujourd'hui, on peut démarrer sans capital, sa boîte. Il y a des pépinières, il y a plein de choses qui existent pour pouvoir démarrer une activité lorsqu'on a une idée. En général, on se plante une bonne dizaine de fois, c'est pas le sujet. C'est pas grave de se planter. Il faut se planter une bonne dizaine de fois avant d'avoir une idée ou un business qui tourne à peu près bien. Ça, c'est pour les entrepreneurs. Dans le métier de la banque, j'ai rencontré plein d'ingénieurs industriels alimentaires et puis agronomiques. Il y en a plein. Il y a plein de métiers vraiment passionnants dans le métier de la banque. Alors évidemment, il y a le job du PDG, voilà. Là, mais il y en a plein d'autres, etc. Ça, c'est pour ceux qui aiment vraiment travailler dans toutes les disciplines. Donc, je suis un expert de quasiment rien du tout, mais je suis à peu près bon dans chaque discipline du business. Voilà. C'est ça, grosso modo, la définition d'un directeur général. Il faut pouvoir avoir la vue globale, il faut pouvoir aussi avoir une dimension stratégique. Donc, il faut pouvoir se projeter dans l'avenir, il faut pouvoir prendre les décisions pour demain, pour sa société et les collaborateurs, pour aller dans la bonne direction. Il y a les ONG. Donc là, je vais encore peut-être un niveau plus haut en termes de valeur. On peut aussi travailler pour les ONG, ça peut intéresser certains d'entre vous. Il y a plein, en fonction de vos valeurs, de ce qui vous branche. Il y a plein d'ONG. Alors après, il faut évidemment faire le choix, évidemment, mais il y a plein d'ONG, notamment dans les pays émergents. Il y a plein de sujets. Et puis pourquoi pas, moi, j'en ai rencontré. Alors peut-être que dans la salle, il y en a un peu moins, je ne sais pas. Mais pourquoi pas? Là, c'est Helmut Gassner, il est ingénieur. Bon, finalement, sa voie, ça a été la spiritualité, la compassion, etc. Il est devenu moine. J'ai un autre exemple, peut-être vous connaissez mieux, Mathieu Ricard. Alors là, pas tout à fait ingénieur, puisqu'il est scientifique. C'est un scientifique à la base, c'est presque la même chose. Okay, donc, on peut finalement, et c'est ça finalement le message de cette première partie, avec vos études, avec vos diplômes, finalement, vous pouvez aller dans quasiment tous les métiers. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Tout dépend des moyens que vous allez vous donner pour y arriver. Mais ça démarre par qu'est-ce qui vous donne envie. Qu'est-ce qui vous fait envie. C'est vraiment ça le point de départ. Bon. Donc, quelque part, on vous donne des outils. Les outils, c'est quoi? C'est la puissance de travail, c'est la puissance analytique. Vous êtes en capacité de résoudre des problèmes ou des situations complexes. Vous pouvez les appréhender, vous pouvez les comprendre rapidement. Voilà. Vous pouvez après les appliquer dans les métiers un peu plus traditionnels, SAIA, agronomie, industrie alimentaire, mais vous pouvez finalement aussi les appliquer dans n'importe quel domaine. Ça, c'est la bonne nouvelle, non? Donc finalement, ce sont des métiers très variés, votre profil vous permet de faire beaucoup de choses, c'est très flexible, et je trouve que c'est bien parce qu'on est dans un monde qui est énormément dans le changement. C'est très dynamique, ça bouge beaucoup. Donc, je vais passer à la deuxième partie de la présentation. On parlait du changement, et que pour que vous en preniez conscience, parce qu'on vivrait véritablement dans un monde qui change tout le temps, tous les jours et à tous les niveaux. Là aussi, j'ai une série de diapositives que je vais partager avec vous. Waouh, pour que vous preniez vraiment, que vous réalisiez mais à quel point les choses vont vite tout autour de vous,
Et finalement, ce sont des opportunités. Alors, il y a du bien, il y a du moins bien, mais le principal, c'est que ça bouge et que ça change, et que ça vous offre des opportunités. Vous allez voir, ça a démarré donc avec tout ce qui est shortcut économique. Ça, c'est grâce à la digitalisation. Voilà, on a créé ces nouveaux systèmes. J'ai pris l'exemple d'Uber. Ça déplaît à beaucoup d'autres métiers, les métiers plus traditionnels. Mais ça plaît énormément à plein d'utilisateurs, et c'est une nouvelle manière de penser, c'est très innovant, ça fonctionne. Ça, c'est du changement. Un deuxième changement qui est important, mais je ne vais pas tous les lister, là, je distribue, c'est juste pour faire prendre conscience de l'importance du changement dans le monde. Et lorsqu'on est un ingénieur, c'est, je pense, très important de bien saisir la magnitude du changement. Le pétrole, par exemple, c'est peut-être moins votre sujet, mais le pétrole, est-ce que vous savez que le premier producteur mondial de pétrole aujourd'hui, ce sont les États-Unis? C'est plus l'Arabie Saoudite, et c'est comme ça depuis 3-4 ans. Parce que les États-Unis exploitent les sables bitumeux dans le Michigan, parce qu'il y a les pétroles de schiste, etc. Alors ça peut ne pas plaire aux écologistes, etc. Il y a juste titre, très bien. Mais au bout du bout, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole, ça leur a donné énormément d'autonomie. Donc ils se sont détachés de l'Arabie Saoudite. Ça leur donne énormément d'autonomie pour faire du business, ça leur donne plus d'assurance. Ils ont inondé le marché mondial de pétrole, donc les 4 dernières années, les prix étaient plus bas, vous en avez tous profité. Enfin, tous ceux qui roulent en voiture et qui chauffent à la maison, vous en avez tous profité. Aujourd'hui, c'est en train de remonter. Mais derrière, il faut imaginer les impacts que ça peut avoir. Surproduction de pétrole, diminution du prix. Après, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les pays qui dépendent essentiellement de la manne pétrolière souffrent. Je pense au Nigeria, où j'ai habité, qui essentiellement dépend du pétrole. Je pense au Venezuela, je pense à ces pays-là. Donc 80% du budget, c'est la manne pétrolière. Voilà. Bon, derrière, si les prix dégringolent, c'est toute l'économie du pays qui se casse la figure, et derrière, c'est beaucoup de souffrance. Ça, ce sont donc des choses qui se passent au niveau du changement. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que les fonds de pension, donc ces énormes fonds de pension qui financent les sociétés de pétrole, se désengagent progressivement de ces sociétés-là, parce que finalement, elles ne sont pas durables. Et ils préfèrent aller investir dans des sociétés qui inventent des solutions pour la sustainability, pour tout ce qui est durable. Ça, c'est un phénomène qui est vrai, qui est réel. On peut le lire dans les journaux, dans le Financial Times, les Échos en France, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc maintenant, le deuxième producteur mondial de pétrole, qui est l'Arabie Saoudite, eux, ils sont déjà aujourd'hui en train de préparer l'après-pétrole. Moi, je trouve ça assez génial quand même. Hein. Aujourd'hui, 70% de leur budget dépend du pétrole. On peut ne pas aimer le pétrole, c'est pas ça le sujet, mais ils préparent l'après-pétrole. C'est vachement important ça, c'est vachement important. D'ailleurs, s'ils le préparent de la manière aussi efficace qu'ils éliminent leurs opposants politiques, à mon avis, il y aura bien résultat. Il n'y a pas de planète B, ça c'est clair. La conscience sur le réchauffement climatique, elle est devenue maintenant mondiale. Je ne vais pas passer trop de temps dessus maintenant. En termes de business, ce qu'on voit, qu'il y a des tricheurs en business. Ça peut-être ça ne va pas vous étonner, ça ne veut pas dire que tous les business sont mauvais. Il y a des business qui sont plus que borderline. Je prends l'exemple de Volkswagen, là ils étaient beaucoup plus que borderline, puisqu'en fait ils étaient même plus éthiques. Voilà. Ils vendaient à leurs clients des voitures qui étaient censées polluer 8 grammes de CO2 au kilomètre, et finalement c'est 3 fois plus. Là on n'est plus dans l'éthique. Là la ligne rouge a été passée. Conséquence, voilà, la capitalisation, c'est-à-dire la valeur de la société, a dégringolé de 40% en quelques jours. Pourquoi ça s'est passé? Parce que les gens qui finançaient Volkswagen avec des actions, donc les actionnaires, n'ont plus souhaité le faire. Donc on souhaitait vendre leurs actions, en bourse évidemment, et puisqu'il y avait surplus d'actions en bourse, il y avait plus d'offres que de demandes, les prix ont dégringolé. Ça, c'est un sacré retour de manivelle. Ça prouve aussi que les marchés financiers fonctionnent. Parce que pour les investisseurs, ils se disent, je ne veux plus mettre mon argent dans une entreprise qui trompe ses clients. C'est ça que ça veut dire. BlackBerry, vous connaissez? Il y en a qu'un nom? Plus personne n'en a. BlackBerry, c'était le leader mondial dans les téléphones portables. C'était pas encore vraiment les smartphones, mais c'était celui avec le clavier. Et eux, ils se sont dit, non,
le clavier c'est le futur. Sauf que le futur c'est pas le clavier, c'est plutôt l'autre sans clavier, c'est celui avec la vitre. Okay, donc ils ont loupé le virage, et ce qui s'est passé c'est qu'ils ont disparu. Voilà. Ça fait partie du changement en business. Voilà. Là on a une équipe de direction, une équipe de marketing, qui n'a pas vu arriver ce qui leur arrivait droit devant, quoi. Finalement, ils ont décidé avec le droit, il fallait prendre à droite. Voilà ce qui s'est passé. Ils représentaient 20% du marché mondial, et puis maintenant, c'est 0,1% du marché mondial. Pour moi, ils ont disparu. Game over. Voilà. Kodak, vous connaissez cette marque? Ouais. Parce que bon, à l'époque, enfin à mon époque, c'était quand on faisait des photos, c'était avec les pellicules, c'était les rouleaux, et le leader mondial, c'était Kodak. Et Kodak, pareil, comme BlackBerry, il n'a pas pris bon tournant au bon moment, il a disparu. Kodak, c'est terminé. Ils n'ont pas compris que voilà, le numérique allait remplacer la pellicule. Alors que c'était une méga société, hein, c'était énorme, leader mondial. Voilà. Ils n'ont pas pris le tournant au bon moment. Voilà ce qui s'est passé, ils ont disparu. Ça fait partie du changement, ça fait partie de la réalité. A contrario, bon, je vous ai donné deux exemples de sociétés, deux ou trois sociétés qui sont plantées. Il y a des sociétés qui, au contraire, il y a 10 ans, elles n'existaient pas. Je prends Amazon, je prends Apple, regardez où est-ce que c'était il y a 10 ans, ça c'est la valeur, c'est la capitalisation boursière de la société, la valeur de la boîte. Ces deux sociétés-là, elles atteignent le billion. Le billion. Alors le billion en français, c'est le trillion en anglais. C'est-à-dire 1 billion en français, c'est 1000 milliards. D'accord? C'est énorme. C'est des boîtes énormes. Purement basées sur quoi? Sur le data, sur l'information, sur la digitalisation. Clairement, quand on voit ça, si ça ne pointe pas la direction du futur, je sais pas ce qu'il faut comme lunette, hein. Là on y voit clair quand même en termes de digitalisation. Où est-ce qu'on va? Ça, c'est une des 5 méga tendances que je partagerai avec vous plus loin dans ma présentation. Ça, c'est le premier iPhone, c'était il y a 12 ans. Vous vous rendez compte, c'était il n'y a que 12 ans. Avant le 9 janvier 2007, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de smartphone. Steve Jobs a présenté son premier iPhone en 2009. L'idée, c'était quoi qui était révolutionnaire? C'est qu'il fallait avoir le bureau dans la poche. Donc, c'est pas qu'un téléphone, j'ai les contacts, j'ai l'email, j'ai Internet, j'ai tout, je peux tout faire maintenant de manière mobile. Bon, je ne parle pas de BlackBerry parce qu'il était déjà dégagé depuis longtemps. Donc, ça a été révolutionnaire. Ça fait partie du changement. Il n'y en a qu'un seul qui a suivi, c'est Samsung aujourd'hui. Les autres, Nokia, vous oubliez. Ils n'ont pas réussi à suivre. C'est ça qui plaît aux gens. Alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant qu'on a tous, enfin presque, je ne sais pas, ces smartphones, enfin, tout du moins ils existent, cette technologie existe, on a aussi des nouveaux comportements. Le selfie, par exemple, ça n'existait pas. Il y a 12 ans, ça n'existait pas. Voilà. Je ne sais pas ce qu'a pu ressentir Hillary Clinton pendant sa campagne présidentielle. Elle arrive quelque part, et puis voilà. Hein, la culture selfie, c'est assez marrant. Après, on a toutes les crypto-monnaies. Je ne veux pas m'étendre trop longtemps dessus, mais c'est intéressant comme phénomène aussi. Avec tout ce qui est blockchain derrière crypto-monnaies, ce sont des monnaies qui ne dépendent plus de banques centrales. C'est très important, c'est très intéressant. Comment est-ce que ça va se développer? Ça reste à voir. Recherche en médecine, tous les progrès de la médecine sont très importants, on ne peut pas les ignorer, ils existent. Le repli sur soi, en politique, il existe. On le voit très bien facilement aux États-Unis, mais on le voit aussi dans les pays européens, on le voit en Birmanie, on le voit dans d'autres pays. Bon, voilà, donc c'est la tendance actuelle, mais ça fait partie du changement et ça fait partie aussi des futures décisions que vous devrez prendre en tant qu'expert, en tant que manager. Les terres arabes, ça aussi c'est un phénomène quand même qui est assez nouveau. Ces grandes puissances, notamment la Chine, qui s'accaparent donc des terres arabes en Afrique. Et je parle de grandes surfaces, vous voyez sur la carte, c'est énorme. Donc ce sont des locations sur 60 ans, 80, 100 ans. Voilà, ils vont pouvoir cultiver la terre. Il y a même des cas super extrêmes, comme au Mozambique, la Chine envoie 10 000 travailleurs chinois faire pousser leurs céréales, leur riz, c'est du riz, au Mozambique. Est-ce que là on va dans la bonne direction? Je ne sais pas, je ne suis pas là pour faire un jugement, mais ça fait partie du changement. Et il faut en tenir compte. Parce qu'il est très clair que ces terres-là ne sont pas disponibles pour les locaux. C'est ça que ça veut dire. Et donc, l'afflux de migrants, ça aussi, ça va continuer. Parce que tant qu'on ne réduit pas les inégalités entre riches et pauvres, pays riches et pays pauvres, tant qu'il y a tous ces conflits entre
d'autres pays, etc., notamment sur l'hémisphère sud, ça va continuer ce phénomène. Ça va faire partie du quotidien. Voilà, donc là on a pas mal regardé dans le rétroviseur. Ce sont des choses dont vous êtes conscient, que vous avez dû voir dans les médias, sur Internet, où vous voulez. Ça fait partie de votre réalité. C'est la réalité du monde aujourd'hui. Le plus important en tant qu'ingénieur, c'est de s'imprégner du fait que le changement, il est partout. Et il est à tous les niveaux. Voilà, c'est pas que dans un domaine particulier ou que sur ce continent-là, c'est mondial, c'est partout. Il y a du bon changement, il y a du moins bon changement, c'est comme ça, mais ça crée des opportunités. Et on va parler un peu plus tard des opportunités. Et avant d'en parler, il faut que je parle des méga-tendances. Maintenant, on va se projeter vers le futur. Donc on va regarder dans le pare-brise. On va regarder devant nous quelles sont ces méga-tendances. Il y en a que 5. Okay. Puis d'ailleurs, j'ai fait un résumé de la présentation, donc à la fin, pour ceux que ça intéresse, on pourrait prendre, il y a une feuille là sur le pupitre, il y a le résumé de la présentation, et au verso, il y a toutes mes références. Okay, comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher les références. Donc il y a 5 méga-tendances. La première, c'est la démographie. Ça, c'est très clair. Aujourd'hui, on est 7,5 milliards d'habitants sur la planète. D'ici 2050, on sera 10 milliards. Donc ça fait 2,5 milliards de plus d'habitants d'ici 2050. On sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Ça, c'est d'après la définition à 1,25 $ par jour. On peut ne pas apprécier cette définition-là. Il y a de plus en plus de personnes, à juste titre, je trouve, qui contestent le 1,25 $. Ça devrait être plutôt autour de 5 $ par jour. Ça serait la ligne minimale de pauvreté. Si on applique les 5 $ par jour, dans ce cas-là, c'est 4,5 milliards d'habitants qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire 60% de la population mondiale. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Donc, la population va croître, 2,5 milliards d'habitants en plus. La moitié de ces 2,5 milliards viendront d'Afrique. Donc ça aussi, il faut l'intégrer. Ça, c'était la première tendance. Donc, potentiellement, ça veut dire pour nous tous plus de consommateurs. Je reviendrai en dernière partie de ma présentation. Qu'est-ce que ça veut dire pour les métiers de l'agronomie, pour les métiers de l'industrie agroalimentaire? Il y a plein de choses. Plein de choses. Il y a plein d'opportunités. C'est énorme. Énorme. Le boulot qu'il y a pour nous, c'est énorme. Deuxième grande tendance, c'est l'urbanisation. Donc, d'ici 2050, 70% de la population mondiale habitera en ville. C'est une tendance très claire. Il y a de plus en plus de mégapoles de plus de 10 millions d'habitants. Donc on se concentre dans les villes. Voilà. Donc voilà, ça c'est une photo, ça ressemblera à ça. Pour certains, ça va être un stretch, parce que moi je viens de là, vous voyez, là c'est chez moi, à la Drôme. Pour ceux qui voient, il y a la maison quelque part, mais ouais, il va falloir s'adapter quand même, hein, entre ça et puis ça. Voilà, chacun s'adapter. Troisième tendance, c'est Internet. Donc aujourd'hui, c'est quasiment la moitié de la population mondiale qui est connectée d'une manière ou d'une autre à Internet. Ce n'est pas nécessairement avec un portable. Demain, c'est 97% de la population mondiale. Quand je dis demain, c'est toujours 2050. Okay, donc hyper connecté. Donc Internet continue à s'étendre. Ça, c'est une photo d'un robot dans un hôtel à Tokyo. Lorsqu'on arrive à l'hôtel, on s'adresse au robot. Et on parle avec le robot. Et ça marche. C'est réel d'aujourd'hui, ça. On peut aimer, on peut ne pas aimer, c'est pas tellement le sujet. Ça fait partie du développement. Quatrième méga tendance, c'est la mondialisation. Alors, évidemment, on ne peut pas aimer le mot. Mondialisation, bon, quelque part, ça a un peu toujours existé. Ce sont les échanges entre les pays, les échanges de marchandises, les échanges de compétences, etc. Ça a toujours existé. Là, ça continuera. Et ça continuera x4. Ça va quadrupler. Donc les échanges entre pays vont quadrupler. Alors, quand on parle de mondialisation, je partage avec vous cette enquête qui a été réalisée par PricewaterhouseCoopers. Ils réalisent cette enquête une fois par an. Et donc, c'est une interview qu'ils font auprès de 1600 PDG. Donc c'est bien faite, c'est bien distribué, c'est pas que les Américains, ou que les Européens, ou que les Chinois, c'est voilà, un panel représentatif de dirigeants. Et les questions donc pointent vers la mondialisation, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui ne va pas. Bon, donc à gauche, ce que vous voyez, c'est plutôt ce qui va très bien. Donc, clairement,
ça a créé une communauté, il y a une connectivité, et ça c'est aussi grâce à Internet. Ce qui marche bien aussi, c'est les échanges de connaissances, de gens, de capitaux, de marchandises. Ça fonctionne plutôt pas mal, c'est facile. Je veux m'expatrier dans tel pays, les démarches sont beaucoup plus faciles qu'avant. Je suis un étranger, je vais dans un pays étranger, je veux démarrer ma start-up pour ma boîte, j'en ai que pour 24 heures pour faire tous les papiers et pas 3 ou 4 mois de vérification comme avant. Ces choses-là, elles existent. Mais de l'autre côté du panel, ce qui ne va pas avec la mondialisation, et ça il faut en être bien conscient aussi, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, la mondialisation n'a pas permis de lutter contre le réchauffement climatique. Ça, c'est ce que disent ce panel de 1600 PDG. Le réchauffement, la mondialisation n'a pas permis, jusqu'à preuve du contraire, de lutter contre les inégalités entre riches et pauvres. Vous voyez ? Donc ça, ce sont des problèmes. Ce sont vraiment des problèmes que l'on a avec nous et qu'il faudra un jour ou l'autre quand même résoudre. Parce qu'on ne peut pas faire que la mondialisation sur le côté gauche. Il faut aussi tenir compte du côté droit. Ça ne va pas le faire. Cinquième méga tendance, évidemment, c'est le changement climatique. Donc maintenant, c'est un acquis, accord de Paris, etc. Je ne vais pas vous la refaire, vous connaissez tout ça. l'IEC, l'IPCC, tout ça, vous connaissez, j'imagine. 1,5 degré, est-ce qu'on va y arriver? Maintenant que Trump s'est désengagé des accords de Paris, est-ce que le 1,5 degré d'augmentation de la température d'ici 2050 est quelque chose qu'on arrivera à atteindre? Je sais pas, hein. Ça risque d'être plus que ça. Avec tous les impacts que cela entraîne. Donc il faut prendre. On peut être révolté contre ça. C'est pas. C'est ok. Le problème, c'est que c'est une réalité. Et donc, un dérèglement climatique qui est réel. D'ailleurs, ici, on a vu ce qui se passe assez régulièrement en termes d'aléas climatiques, plus que des aléas, finalement, c'est des catastrophes climatiques qui se passent. Dans le sud de la France, il n'y a pas longtemps, mais enfin, dans toutes les régions du monde, on le voit. Donc clairement, changement climatique, ça c'est la cinquième, on pourrait dire la première, il n'y a pas d'ordre préférentiel, des méga tendances d'ici 2050. Tiens, ça, pour info, c'est une photo que j'ai prise quand j'ai fait mon MBA à Shanghai, en sortant du building. Vous voyez c'est le smog, comme ils disent, on ne voit rien, on ne voyait même pas les buildings en face, tellement que c'est pollué. Donc voilà, pour résumer, les 5 méga tendances. Donc je reprends, démographie, on sera 10 milliards, mondialisation, les échanges vont être multipliés par 4, réchauffement climatique, plus 1,5 degré, urbanisation, 70% des gens habiteront en ville, Internet, 97%. Voilà, donc il faut intégrer ça. C'est pas un mauvais message, c'est simplement essayer d'être le plus factuel et le plus réaliste possible et essayer de voir devant nous comment est-ce que ça va être. Ce sera probablement pas exactement comme ça, mais ce n'est pas le sujet. Il faut essayer de se projeter. On ne sera pas très loin de ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les ingénieurs comme vous? Alors là, bon, évidemment, je vais juste que me concentrer sur, je veux dire, les deux cœurs de métier d'Ensayas, l'ingénieur agronome et l'ingénieur industriel alimentaire. Je ne vais pas vous dérouler ça pour, si vous voulez être banquier, assureur, entrepreneur et tout ça, parce que ça va prendre trop de temps. Mais on va se focaliser que sur ce premier métier-là d'abord. Donc l'ingénieur agro, la priorité number one, ce sera sécurité alimentaire. Très clair, sécurité alimentaire. Comme je le disais, il y a 2,5 milliards d'habitants en plus qui arrivent, plus, minus, peut-être 300-400 millions d'habitants, c'est un sujet, ils arrivent. Comme je vous le disais, il y en a déjà 1 milliard qui ne mange pas à sa faim. Après, tout dépend comment on détermine ces milliards, parce qu'on est vraiment à 1,25$ par jour au plus haut. Donc il y a un énorme challenge. Production agricole. Bon, alors les hectares, ils sont limités, puisqu'on est dans un système fermé, il n'y a pas beaucoup plus d'hectares à aller chercher. Et puis si c'est pour faire de la déforestation pour avoir plus d'hectares, ça ne vaut pas le coup. Donc les hectares, on les a, ils sont là, il faut utiliser ce qu'on a. Et donc pour produire plus, parce que bon, les spécialistes pense qu'il va falloir produire 70% plus d'aliments qu'aujourd'hui pour nourrir la planète, d'ici 2050, c'est le 70 qu'il y a là. Il va falloir augmenter la productivité. C'est la production. Plus d'output, plus de productivité. Et donc là, pour nous, c'est énorme. Le potentiel qu'il y a, il suffit de déjà démarrer avec le démarrage. Le début, c'est quoi? C'est les semences. Toute la recherche qu'on peut faire sur des variétés de semences qui sont plus productives, qui
qui sont peut-être aussi plus résistantes au changement climatique, qui sont peut-être plus adaptées aussi à la réalité, notamment en Afrique, du climat, du manque d'eau, etc. Et ça fait partie du sujet d'aujourd'hui qu'il va falloir résoudre. Ça, c'est le côté semences. Mais il n'y a pas que semences. Il va falloir aussi tout ce qui est engrais, tout ce qui est phyto, il faut que ce soit bon pour la planète. Il n'y a pas une seule religion. Évidemment, il y a le bio, très bien, la chimie, moins bien, mais parfois on ne peut pas l'éviter. Parfois on est bien obligé, pour sauver la récolte de l'agriculteur, d'utiliser un peu de chimie. Il ne faut pas être non plus complètement, enfin ça c'est mon point de vue personnel, il ne faut pas être absolutiste. Évidemment qu'il faut pousser et essayer de développer au maximum toutes les techniques qui permettent de protéger les plantes de manière la plus respectueuse pour l'environnement. Bien sûr, pas de sujet, bien sûr. Respectueuse pas que pour l'environnement, mais aussi pour la santé des humains, bien sûr. Ça, c'est la priorité number one. Mais dans certains cas, malheureusement, il faut utiliser aussi un peu de chimie. Donc il faut pouvoir un petit peu jongler avec toutes les fonctions et toutes les possibilités que l'on a. Je pense qu'aussi dans ces métiers du futur, il va falloir aussi intégrer la dimension Internet et toute la dimension digitale. Quand je vous dis que voilà, aujourd'hui c'est la moitié de la population mondiale qui est connectée d'une manière ou d'une autre, et puis d'ici 2050 ce sera quasiment tout le monde, ça ne peut pas être un élément dont vous ne teniez pas compte. C'est pas possible. Ça doit faire partie du boulot d'ingénieur agronomique, c'est clair. Alors, aujourd'hui, on parle des drones, on parle des satellites, on parle de sites. Ouais, super, très bien, ça en fait partie. Il y aura beaucoup plus de trucs, il y aura des senseurs, il y aura des... Non, des capteurs, excusez-moi en français, des capteurs, oui. Donc voilà. Bon, je ne vais pas tout développer dans les détails, mais vous pouvez imaginer, je pense qu'il y a énormément... Pour ceux qui s'intéressent, par exemple, au développement en Afrique. Alors, en Afrique, on a quoi, 500 millions non, c'est pas que l'Afrique, c'est plutôt tout l'hémisphère sud, on a 500 millions de fermes qui font à peu près 1 à 2 hectares, donc c'est quand même assez petit. Ce sont des agriculteurs qui ont des rendements plutôt faibles, de quoi 1 tonne à l'hectare. Moi je travaille beaucoup en Éthiopie, et au Kenya, et en Ouganda, et au Mozambique. J'ai des activités là-bas, agricoles. On essaie de développer toute la filière orge de brasserie locale en Éthiopie. Donc, en Éthiopie, on est en direct avec 40 000 agriculteurs. Donc on est en plein dans le sujet. Donc c'est des gens qui font 1 tonne d'orge par an et ils ont 1 hectare. Ça ne suffit pas pour faire vivre la famille, surtout si c'est une mauvaise année. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la réalité quotidienne de ces gens-là? Alors nous, on amène des semences nouvelles, donc on a plein d'essais, variétaux, machin, on a des milliers, super. On va trouver des variétés qui vont bien, on va dire, s'adapter aux conditions locales. On a un programme sur l'eau. Comment éviter les pertes d'eau. On a beaucoup de formations. On a un échange de savoir-faire, évidemment, avec les locaux. Mais il ne faut pas être dogmatique. C'est pas du top-down, oui, nous on est européens, on sait comment ça marche, on vient t'expliquer, c'est pas ça. On a un certain savoir qui fonctionne en Europe, d'ailleurs qui est challengé pour le coup, parce que l'utilisation des phytos, etc., par l'interrogation. Mais on a quand même, il faut le dire, un savoir-faire. Après, il faut être humble. Il faut y aller là-bas en Afrique avec ce savoir-faire et puis s'adapter. Voilà, parce qu'eux aussi ont un savoir-faire. Sans déconner, c'est vrai, ils ont aussi un savoir-faire et il faut intégrer les deux. C'est ça la vraie recette de succès là-bas. Il ne faut pas du tout y aller, entre guillemets, en colon. C'est terminé ça. Ça ne marche pas du tout ça. Il faut être généreux. Il faut y aller avec son savoir. Et puis si ça ne marche pas, il faut jeter. Et puis il faut être open, il faut prendre. Il faut aussi accepter des choses qui nous paraissent un peu bizarres, qui fonctionnent bien. Voilà. Et les intégrer dans un modèle et dans une organisation qui font que ce sera périn. Voilà, que ça va durer un peu dans le temps. Voilà. Il faut imaginer la mécanisation aussi. Comment mécaniser? Il ne faut pas y aller avec des grosses moisses-battes qu'on a dans la Beauce, ou ici, en Champagne, un peu plus loin, etc. C'est pas ça. Des gros trucs de 12 mètres, ça ne sert à rien. Il faut adapter les outils aux conditions locales. Voilà. Il faut voir ce qui se fait dans d'autres pays, notamment en Inde, voilà, en termes de mécanisation, premier degré, truc assez petit, qui s'adapte bien, qui n'a pas besoin de beaucoup d'entretien, qui ne casse pas vite, mais qui est efficace, qui permet d'augmenter la productivité. Voilà, c'est tous ces sujets-là qui sont passionnants.
Après, bon, pour la partie plutôt ingénieur agroalimentaire, je pense que franchement, les deux drivers, ce sera tout ce qui est bon pour la santé et tout ce qui est bon pour l'environnement. Voilà. Alors pour la santé, c'est tout ce qui est formulation de nouveaux produits. Franchement, j'étais sur le site web de l'ENSAIA et j'ai regardé les spécialisations. Et ça faisait longtemps que j'étais pas allé sur le site web de l'ENSAIA. Et franchement, ça a vachement changé depuis mon époque en 97. Déjà, je ne retrouvais plus la mienne. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien adapté au contexte actuel. J'étais vraiment impressionné. Les spécialisations qu'on vous propose à l'ENSAIA, elles sont complètement en adéquation avec ce qui se passe sur cette planète. Elles répondent vachement bien aux enjeux de demain. J'ai trouvé ça vraiment super. Donc il y a tout ce qui est formulation, évidemment de nouveaux produits, il y a le bio, il y a aussi, il faut avoir intégré aussi le côté digital, quoi. Maintenant, on crée des vêtements avec des capteurs qui permettent de dire au niveau du cholestérol, du surpoids, du machin, ça va venir tout ça. Ça va être connecté vers le producteur, enfin celui qui produit, on va dire, ces aliments. Il va y avoir du big data, ils vont pouvoir traiter ces informations, ils vont pouvoir continuer à s'améliorer. On ne peut pas ignorer Internet et toute la digitalisation. Elle fait, je pense, nécessairement partie de votre métier aussi. Vous voyez ? Bon voilà, après c'est pas non plus un jugement, mais maintenant on fait des steaks, vous savez, basés 100% fabriqués avec 100% de plantes. C'est bon, hein, moi j'en mange, et c'est vraiment comme un steak. Après il n'y a pas de religion, tout le monde est libre de faire ce qu'il a envie de faire. La beauté de ça, c'est que maintenant on a le choix. On peut proposer aussi, voilà, des steaks, des aliments, des protéines 100% végétales. Ça, c'est des ingénieurs comme vous qui créez ça. Et ça, c'est en demande à plus de 10% par an, quoi. Vous voyez? C'est la réalité du marché. Voilà. Et il y aura de plus en plus de demandes comme ça. De plus en plus de demandes de produits bons pour la santé, bons pour l'environnement. Donc franchement, vous êtes vraiment dans le bon parcours, hein, moi je trouve. Voilà. Bon, écoutez, on m'a demandé ensuite de partager quelques conseils avec vous tous. J'en ai 5. 5 conseils. Premier conseil, essayez de trouver votre voie. C'est franchement le plus important. Essayez de vraiment trouver ce qui vous plaît, mais ce qui vous plaît, vous, pas ce qui plaît aux parents ou à tout. C'est ça, ce qui vous plaît, vous. C'est ça le plus important. Vraiment le plus important. Et quelque part, j'insisterai sur la notion de passion. Alors ça peut paraître un peu exagéré, passion au travail. Moi je trouve que c'est pas exagéré. Moi c'est ce que je dis tout le temps à mes collaborateurs. Depuis 10 ans, je leur dis ça. Ils viennent travailler 8 à 10 heures par jour. C'est énorme. Vous vous rendez compte du commitment? C'est énorme. 8 à 10 heures par jour. Autant que ces 8 à 10 heures par jour se passent bien. Autant qu'elles soient intéressantes pour eux. Autant que, voilà, il faut trouver sa voie. Il faut trouver le job qui passionne. C'est pas facile. Ça prend du temps. Moi, j'ai pris beaucoup de temps. Maintenant, je pense que j'ai trouvé le job qui me passionne. Depuis 10 ans, c'est exactement ce que je voulais faire. C'est là que je très bien, et on est tous différents. Mais il faut essayer de trouver sa voie, franchement. Parce que après, ça va vous permettre de faire plus de trucs, et ça, je vais vous en parler juste un peu après. Mais lorsqu'il faut parler d'équilibre, vie professionnelle, vie privée, je vais l'évoquer juste après, donc je ne vais peut-être pas le dérouler maintenant. Mais c'est important, je trouve, de faire un job dans lequel on est passionné, parce que ça vous permettra d'atteindre un équilibre vie privée et vie professionnelle plus facilement. Croyez-moi, beaucoup plus facilement. Bon, alors évidemment, il y a ça qui existe. Les compétences, vous les avez, c'est le savoir-faire, c'est le diplôme ENSAIA, pas de problème. Savoir-être, ça dépend un peu de je sais pas, hein, ça c'est perso, hein, ça dépend de vous-même, hein, éducation, etc., de vos valeurs, voilà. Moi j'aime bien, au boulot, il faut être compétent, mais il faut aussi avoir la bonne attitude. Hein. Il ne suffit pas d'être compétent. L'attitude, pour moi, elle compte autant. Et quand moi je détermine les bonus de tout mon comité exécutif, la moitié du bonus est déterminée sur l'attitude, les valeurs, leur comportement, la moitié du bonus. Vous voyez, c'est pas que sur les machins, les KPIs, les indicateurs de performance que l'on peut quantifier. C'est pas que ça. Bon, alors si on est compétent, on a la bonne attitude et puis on fait quelque chose qui crée de la valeur, mais on n'est pas trop passionné, ben, ça s'appelle de la routine. Et la routine, au bout d'un moment, ça se voit. Puis au bout d'un moment, ben, on dégage. Voilà. Parce qu'on est plus performant. C'est pas bon la routine. Il ne faut pas essayer d'être dans la routine.
Si on est compétent, on a la bonne attitude, puis on est hyper passionné par ce qu'on fait, c'est vraiment top, on a la niaque et tout ça, mais finalement ça ne crée pas de valeur, parce qu'on est là quand même pour créer de la valeur, ça s'appelle un hobby. C'est pas un boulot, c'est un hobby. C'est super un hobby, il faut en avoir. Et là, on est dans le cadre du boulot. Quand moi je parle de créer de la valeur, c'est pas que des euros. Hein. Pour moi, créer de la valeur, c'est tout ce que j'ai mis à droite. Hein. Ça peut être de l'innovation, ça peut être de la RSE, ça peut être de l'excellence opérationnelle, ça peut être tous ces domaines-là. Tout ça, pour moi, c'est la création de valeur. Ça peut être du bien-être au travail. Ça, c'est la création de valeur. Je vous assure. C'est pas que des euros. Voilà. Bon, et donc au final, si vous êtes très passionné et puis bon, vous créez de la valeur mais vous n'avez pas de compétences, c'est du rêve, parce que vous n'avez pas de job. Ça, c'est dans le rêve. Donc il faut essayer, bon, je sais que c'est un peu schématique, hein, mais il faut essayer de recouper les trois. Compétent, savoir-faire, vous l'avez. Savoir-être, je suis certain que vous avez la bonne attitude. Créer de la valeur, vous saurez le faire, pas le sujet, je ne m'inquiète pas pour vous. Et la passion, c'est ça la grande question. Il faut que vous trouviez vraiment le job qui vous passionne. Donc, renseignez-vous, questionnez à droite à gauche, allez voir, enfin, n'hésitez pas, quoi. Il faut vraiment essayer de trouver ça, c'est le plus important. En deuxième, pour ceux qui vont travailler à l'international, franchement, je pense que ce sera de plus en plus de gens, hein, parce que vous avez vu les méga tendances, plus de mondialisation, vous avez vu Internet, tout ça, franchement, vous serez exposé à des cultures étrangères, c'est évident, c'est évident. Bon, alors nous, on vient plutôt d'un background culturel français. Très bien, je n'ai pas de jugement par rapport à ça, sauf que là, quand vous allez chez vos voisins, ou dans d'autres pays, le background culturel n'est pas français, c'est différent. Il faut en être conscient. Donc il ne faut pas y aller avec sa casquette de français, ça ne marchera pas. Il faut beaucoup plus de sensibilité, culturelle. Je vous propose ce modèle de Hofstede. Bon, il est aussi sur le papier, là, à la fin, si vous voulez. C'est vachement bien. Sur ce site web, il suffit en gros de taper deux pays. Moi, j'ai tapé les deux pays, la France et les Pays-Bas. Et là, vous aurez les grandes tendances et les grandes indications sur les aspects culturels de chacun de ces pays. Si je prends juste un exemple, la colonne de gauche, Power Distance, donc en gros, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à la hiérarchie. En France, on est très hiérarchique. C'est partie de notre culture. On vous voit, c'est normal. Aux Pays-Bas, parce que je suis à moitié néerlandais, donc je connais bien la culture néerlandaise aussi, personne ne voit personne. La première fois qu'on rencontre quelqu'un, on lui dit tu. C'est dans la culture. Même le big boss qui est tout là-haut, on lui dit tu. Je dis jamais vous, ça n'existe pas. Il n'y a pas cette distance. Okay, et je ne suis pas en train de dire que ça c'est mieux, que c'est moins bien, c'est pas ça du tout le sujet. Je suis juste en train de vous dire, soyez sensibles aux différences culturelles. Elles sont énormes. Elles sont énormes. Et donc ce modèle, vous pouvez mettre tous les pays que vous voulez, faire des comparaisons, ça peut vous aider, ça peut vous donner des indications. Moi je sais que je viens de ce contexte culturel-là, je vais aller là-bas au Paraguay ou en Uruguay, ils sont plutôt comme ça, j'en tiens compte. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est important. Troisième conseil, il ne faut pas avoir peur des échecs. Alors, là je parle aussi parce que je suis aussi un produit du système français, donc on est un peu, on est dans la compétition, les concours, les grandes écoles, super, très bien, mais on n'a pas trop se planter, je sais pas, mais pourtant c'est vachement important de se planter. Vraiment, je vous assure, il faut se planter le maximum de fois, c'est important. Chaque fois qu'on se plante, on apprend. Le plus important, c'est de se relever quand même. Il ne faut pas se planter et rester couché. Hein. Il faut se relever hein, quand même. Mais c'est très important. N'ayez pas peur des échecs. Il ne faut pas avoir peur. Je vous assure que les anglo-saxons sont beaucoup plus à l'aise avec les échecs. Beaucoup plus à l'aise. C'est une force. Ensuite, donc, l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Ça, vous allez être confronté à ça parce que vous êtes des bosseurs. Vous avez beaucoup bossé. Vous allez, surtout si vous trouvez votre voie, vous êtes passionné par un métier, vous n'allez même pas compter les heures parce que vous n'allez même pas faire gaffe. Parce que vous êtes passionné, ça vous plaît vachement. Donc au début, quand on est jeune, on ne fait pas trop gaffe, tout ça, peut-être qu'on n'a pas encore la famille, on n'a pas d'enfants, etc. Mais au bout d'un moment, il faut revoir ses priorités. Pour moi, c'est très clair. La priorité, c'est ma famille. Voilà, ça c'est ma famille. C'est pas mon job, c'est ma famille. Et ça, c'est très très important pour vous aussi. Bien que ça soit bien ancré chez vous. La priorité, c'est pas le job, c'est la famille. Voilà. Après, c'est vous-même, c'est vos hobbies, c'est vos amis, tout. Ça, c'est la priorité. Ça, c'est number one. Okay, number two, c'est le job.
Et ça peut... Et c'est pour ça que c'est important d'être passionné au niveau du job. Parce que vous pourrez être extrêmement efficace. Vous voyez, moi, si j'ai envie d'aller travailler 3 heures aujourd'hui, j'irai que 3 heures. Et puis le lendemain, j'irai peut-être pendant 16 heures. Voilà. Parce que de toute façon, je suis très flexible. Je suis très flexible. Les priorités, c'est ma famille. Tenez-en compte, c'est les hobbies. Vous voyez, moi, il y a 12 ans, j'étais en Afrique, j'ai vu cette montagne. Tu vois, c'est quoi Kilimanjaro? J'ai envie d'y aller. Ouais. Bon, mais il y a 2 ans, j'y suis allé. Ça fait partie des trucs que je me suis fixé. Je ne vous ai pas montré tous les challenges ou des trucs, des hobbies que j'avais envie de faire et que j'ai fait finalement. Mais c'est juste pour illustrer que ça, c'est la priorité. Croyez-moi, c'est pas le boulot. C'est ça la priorité. Et soyez passionnés au boulot. Et puis enfin, ouais, ça c'est mon prochain projet, c'est motivé, mais on verra. C'est peut-être un peu trop ambitieux. Le dernier, c'est la transparence, l'authenticité. Je pense qu'il faut vraiment, aujourd'hui, même avant, enfin je pense que c'est une valeur universelle, mais même en business, même en étant PDG, elle est hyper importante. Hyper importante. Peut-être on peut avoir une image déformée, je ne sais pas. Mais je côtoie énormément de PDG au niveau mondial. Je suis très souvent en Asie, je suis très souvent, enfin un peu partout. Je rencontre beaucoup d'universités, de professeurs, de gens qui sont à Oxford, qui sont à Harvard, qui sont... Et finalement, lorsqu'on parle du business, les business qui réussissent le mieux, et dans la durée, qui tiennent, pas ceux qui vont briller, wow, super bien, et puis après 5 ans, ils se cassent la figure, ceux qui tiennent. Ben, c'est ceux qui ont ces valeurs-là d'authenticité et de transparence. Ok? Ben, écoutez, je vous remercie. On va passer aux questions. S'il y en a qui aiment lire ces 3 bouquins que je vous recommande, ils sont dans mes références. Aussi, vous pourrez les avoir. Vous pouvez flasher ce QR code avec vos portables. Vous arriverez sur un questionnaire qui vous prendra moins d'1 minute pour répondre un petit peu est-ce que ça vous a plu ou pas. Voilà. Parce que j'ai besoin de votre feedback aussi pour continuer à m'améliorer, c'est normal. Vous prenez vos portables, flashez-le si vous avez envie. Et maintenant, je vous rappelle pour toutes les questions que vous avez. Alors, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Prenez le micro. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un a une question? Levez la main, le micro. N'hésitez pas, on a 5 minutes. Non? Oh, alors moi j'ai une question. Je voudrais savoir, selon vous, comment en tant qu'ingénieur avec notre formation, on peut développer des compétences managériales pour devenir un bon ingénieur manager? Enfin, moi je ne pense pas que l'un est lié avec l'autre. Je pense que les compétences de manager, on les a ou on les a pas. On a envie ou on n'a pas envie. Moi je ne pense pas que lorsque j'étais à l'ESAIA, j'avais les compétences de manager. Quand je me suis lancé, que je suis revenu, quand j'ai commencé chez American, je trouvais que c'était sympa ce que faisait le manager là-bas. Je me suis dit, ouais, c'est bien, ça m'intéresse. Hein. Voilà, ça fait partie de découvrir sa voie, trouver ce qui vous passionne. Bon, je me suis un peu rapproché, il faut quoi. Ils m'ont fait confiance, ils ont commencé à me donner une petite équipe. Donc là, j'ai commencé à être responsable, manager. Puis dans l'aiguille, ça continue comme ça, parce que c'est quelque chose qui a continué à me plaire. Alors je continue, ça me plaît. Puis là, finalement, je suis un manager. Mais je ne vois pas, moi, directement un lien entre ce qu'on vous enseigne, si vous voulez, à l'ESAIA, je peux me tromper, hein, mais dans les écoles d'ingénieurs, de manière globale, et puis devenir un manager. Je pense que c'est quelque chose de plus personnel. J'ai répondu à la question ou... Oui. À peu près. Bon, du coup, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut passer à la prochaine conférence. Une question avant.
à tous. Je sais pas, j'ai une question un peu plus personnelle, parce que j'ai l'impression que vous avez pas mal voyagé avec votre métier. Et du coup, comment est-ce que vous avez réussi à concilier votre vie de famille qui est très importante apparemment, et le fait que vous partiez à l'étranger souvent, ou est-ce que vous avez voyagé jeune et plus tard vous avez plutôt posé en France ou ailleurs avec votre famille pour être plus longtemps, plus souvent avec eux en fait? Ouais, alors il y a deux parties un peu dans ma vie. Il y a une partie sans les enfants et une partie avec les enfants. Donc sans les enfants, c'est en gros après l'Essaïa, j'étais expatrié pendant 15 ans sur tous les continents. Et en fait, mon épouse actuelle, qui était ma copine à l'époque, qui est d'Amsterdam, on s'était dit, le premier qui a un poste à l'international, l'autre le suivra. Donc c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné. Il s'est trouvé que très vite, Annika m'a fait confiance, il m'a tout de suite envoyé à Bangkok, et donc elle m'a suivi. Donc quelque part, c'est vrai que ce parcours, il ne peut pas se faire tout seul. Et ça se fait à deux. Ça c'est très clair. Ça c'est à deux. C'est un parcours de partenaire. Après elle a continué à se développer, à faire des études. Ça ne l'a pas empêché de faire un doctorat en sciences politiques. Lorsqu'on était au Nigeria, elle a fait son doctorat en sciences politiques sur la corruption au Nigeria, un des pays les plus corrompus au monde. Et puis finalement, lorsqu'on a été expatrié en Amérique, un peu partout, elle a toujours réussi, ou pas, à faire des jobs qui étaient en phase avec sa formation. Donc ça, c'était avant les enfants. Après, on a eu les enfants dans les Caraïbes, à Saint-Lucie. Puis depuis 10 ans, on s'est installé en Belgique. Et donc, depuis 10 ans, j'occupe cette fonction-là. Évidemment, c'est une fonction qui nécessite beaucoup de déplacements, mais c'est... La famille, elle est en Belgique, à Anvers, voilà. Elle est pas loin des Pays-Bas, on est pas loin de la France, donc c'est super. Maintenant, moi, je voyage beaucoup et j'essaie de faire des voyages le plus courts possible. Donc, je voyage toutes les semaines, ça c'est clair. Une à 2 nuits par semaine, des fois c'est 3. Mais c'est très court. Donc, par exemple, je peux faire un aller-retour sur l'Éthiopie. Vous voyez, des fois je vais en Éthiopie, j'arrive le matin, je passe la journée, j'ai des rendez-vous, je repars le soir. Vous voyez, Singapour, je fais ça aussi. Je vais à Singapour, je passe que la journée et je reviens. Vous voyez, donc il faut être très très efficace, très rapide. Et puis maintenant, et heureusement, avec toutes les technologies, on arrive à faire toutes ces réunions maintenant par Skype, par tous ces outils-là. Moi, je pousse mes collaborateurs et moi-même à utiliser de plus en plus ces trucs-là, ces outils-là, pour voyager moins, parce que on perd du temps, puis ça coûte cher, ça pollue, etc. Enfin voilà. Donc maintenant, il y a de nouveaux outils qui nous permettent de moins voyager. Moi, je compte bien essayer d'utiliser ces outils-là. Merci pour vos réponses. Du coup, je passe la parole à M. Piloche. Simplement un court message pour remercier vivement M. Chapman pour cette excellente présentation et pour cette honnêteté dans les échanges.